Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, vidéos YouTube ou autres articles de mon site internet que j'ai pu créer, j'évoque tous ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les contenus déjà publiés et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à regarder les vidéos YouTube et sincèrement, vraiment, merci pour ça. Votre présence, votre fidélité, vos retours, ça fait vraiment toute la différence. Mais un petit rappel important. Il y a beaucoup d'entre vous qui écoutent régulièrement, mais qui ne sont pas encore abonnés. L'abonnement, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et c'est ce qui permet vraiment au podcast de gagner en visibilité. Et plus le podcast il va grandir, plus je peux vous proposer du contenu de qualité, inviter des intervenants inspirants, athlètes, des coachs, des experts. Donc, merci vraiment d'avance pour ça. Pour 2026, je suis toujours accompagné de mon fidèle partenaire Nutribé, avec qui je travaille maintenant depuis 6 ans. C'est une référence en nutrition sportive avec certaines des marques les plus pointues du marché. J'ai d'ailleurs pu contribuer à faire entrer plusieurs marques sur la plateforme parce que je les juge vraiment pertinentes pour les sportifs d'endurance. On a décidé de vous faire bénéficier de 10% de réduction sur tout le site avec le code Ultra Endurance Podcast en majuscule. Et pour vous aider à vous y retrouver un petit peu, j'ai préparé un petit guide conseil avec une sélection de produits que j'utilise moi personnellement et que je recommande aussi aux athlètes que j'ai en coaching. Tout est disponible dans la description. Aujourd'hui, je reçois Pierre Salé pour ce nouvel épisode. Il est docteur en sciences du sport et spécialiste de la physiologie de la performance pour parler d'un sujet assez sensible mais essentiel, le dopage et ce qu'on appelle le legal doping dans le milieu de l'ultra-endurance. Pierre Salé, il est très engagé dans cette lutte contre le dopage et la promotion de la transparence dans le sport, en contribuant notamment à la création du programme Quartz. Personnellement, c'est un sujet qui m'a toujours questionné, parfois même choqué, à la fois sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan moral. Parce que pour moi, la performance, elle doit rester alignée avec le respect de son corps et avec l'équité entre les participants. On se rend compte aujourd'hui que le problème, il ne se limite pas simplement au dopage classique, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle ce legal doping et avec certaines pratiques d'optimisation comme l'usage de médicaments, de substances boostantes ou autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou croire, ça ne concerne pas seulement les élites ou les sports ultra médiatisés, mais ça touche aussi le monde amateur. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'insiste énormément avec les athlètes que j'accompagne en coaching. Ne jamais courir sous anti-inflammatoires ou sous médicaments pour tenir coûte que coûte. La santé, elle passe vraiment avant la ligne d'arrivée. Pierre Salé, vous le verrez, il a une position qui est très tranchée sur le sujet, parfois radicale, mais justement, ça ouvre une vraie réflexion. Donc à vous ensuite de vous faire votre propre avis. La triche, elle fait partie de la nature humaine, elle existera toujours, mais le plus important selon moi, c'est d'être aligné avec soi-même. Parce que tôt ou tard, la réalité, elle finit toujours par rattraper les choses. Donc, je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage. Et si l'épisode vous plaît, pensez à liker, commenter, partager. Comme je vous l'ai dit, ça aide énormément. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut Pierre, tu vas bien? Écoute, tout va bien, Guillaume. Bon, ben, merci déjà d'avoir répondu présent à cette invitation parce que c'est un sujet sur lequel je souhaite intervenir depuis un petit moment. Et en faisant mes recherches et après t'avoir écouté bah, dans de nombreux podcasts et autres, je me suis dit que tu étais la personne idéale pour intervenir. Donc, on va évoquer tout ça. Donc, le but aujourd'hui, c'est le sujet, c'est dopage et ultra-endurance, mais ça va être plus large au niveau du sport, mais aussi tout ce qu'on appelle legal doping un petit peu aujourd'hui, donc l'automédication avec les stratégies un petit peu borderline d'optimisation.
Donc, je vais te laisser déjà te présenter, décrire un petit peu ce que tu fais dans ce milieu en tant que aussi sportif, mais dans ton activité professionnelle. En tant que vieux sportif hein, maintenant, mais toujours Ouais, mais tu as été passionné, athlète quand même. il y a très longtemps. Ouais. Donc oui, écoute, sans faire l'intégralité de mon parcours, mais euh, voilà, je suis arrivé très tôt avec un bagage universitaire, avec des doctorats. Derrière, j'avais une expérience en tant que physiologiste dans le sport professionnel, notamment avec le staff de l'équipe de France 98 à l'époque en football. Donc le staff était lyonnais, les médecins, les kinés, les podos. Donc on avait cette image d'être très compétent dans le domaine puisque le foot fonctionne beaucoup par, j'allais dire, un peu des croyances quelque part parfois. J'ai Et travaillé dans le foot au Football Club de Metz en tant que nutritionniste. J'ai vécu la montée Ligue 2, Ligue 1 avec Antonetti là. Et effectivement, l'envers du décor, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut apercevoir sur la toile, quoi, on va dire. voilà, donc aujourd'hui les choses ont changé, mais on a amené beaucoup de science à l'époque. Et en fait, l'idée c'était toutes ces données d'entraînement, je trouvais qu'elles avaient aussi un sens pour les partager avec le grand public. Et donc en 2006, j'ai créé une société qui fournissait des données sportives pour les broadcasters TV, pour les télévisions. Donc, on a fait pendant 10 ans notamment toutes les données du Tour de France pour toutes les télévisions du monde qui couvraient le Tour de France. On a travaillé en football, les grosses compétitions, JO, ainsi de suite. Et en parallèle de tout ça, ça c'était mon activité professionnelle. J'ai toujours eu ce corde sensible en lien avec l'éthique du sport. Et j'ai très tôt démarré à collaborer avec l'Agence mondiale antidopage et notamment avec le directeur médical de l'époque qui était Alain Garnier, un Français. Et donc, mes collaborations avec l'AMA datent de 2004, donc ça fait déjà maintenant plus de 20 ans. Donc, j'avais cette étiquette à la fois de connaisseur du sport professionnel et de connaisseur dans le domaine de la lutte antidopage. Et puis, à partir des années 2012, je me suis un peu ouvert, toujours dans le domaine de l'intégrité, parce que le fait d'avoir cette expertise à la fois dans le domaine des datas du sport et à la fois dans l'éthique via l'antidoping, j'ai été contacté par un juge d'instruction dans le domaine judiciaire pour intervenir sur une manipulation d'un match. C'était un match de handball qui s'appelle Cesson-Montpellier. On a parlé de l'affaire Karabatic. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, maintenant, mon activité, elle est centrée sur l'éthique du sport au niveau international en tant qu'expert. Donc, soit sur les parties de manipulation des compétitions via l'analyse vidéo, soit toujours sur l'antidopage dans des expertises judiciaires ou des conseils que je peux donner dans des stratégies pour des organisations sportives qui souhaitent développer leur programme antidopage. Donc, voilà aujourd'hui où j'en suis. Ouais, parce que tu fais aussi de l'analyse vidéo, hein, c'est ça, hein. Ouais, beaucoup d'analyses vidéo, oui. Ok, Bien ok. sûr, beaucoup Donc, c'est pour d'IA. tout ce qui est paris, etc. Voilà, c'est la manipulation des matchs, soit les deux raisons principales, soit ça va être des ententes uniquement pour des objets sportifs, c'est-à-dire que les, si tu prends le football, deux équipes vont Ouais. s'entendre pour faire un match nul parce que chacun va gagner des points et il n'y a pas de pari, mais il y a aussi énormément de matchs qui sont manipulés en lien avec des paris sportifs et c'est un business du crime qui est aujourd'hui ultra porteur pour les gens du crime et qui est en complet développement. Là où l'antidoping est connu du grand public, le match fixing l'est très peu, alors que le phénomène il est beaucoup plus massif que le dopage. Donc Ah c'est ouais, tout le paradoxe, ouais. Très d'accord. massif. Mais qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans l'antidopage et tout le Ben, contrôle un petit peu de la triche au niveau du sport? C'est quoi la Ben, base? j'ai eu la chance plus jeune de faire du sport de haut niveau. Je me suis arrêté très tôt parce que j'ai vu que dans mon sport, en tout cas dans le triathlon, pour en vivre, il fallait être international et c'était pas mon niveau. On va dire que j'étais un bon joueur de Ligue 1 et voilà quoi. Et donc, voilà, j'ai pu quand même côtoyer le très haut niveau. Euh, et j'avais toujours, moi, le sport, je l'ai toujours vécu comme un jeu. Alors, j'en ai jamais vécu, hein, mais j'ai toujours vécu aussi.
en, pour utiliser les autres pour performer, c'est-à-dire en triathlon, quand tu as la bagarre à la fin à pied, tu as 20 mètres d'écart. Moi, je voyais les gens comme l'idée d'aller les chercher pour me pousser dans mes limites. Et après, le résultat était le résultat, quoi. Et finalement, voilà, c'était la philosophie. J'ai toujours eu cette philosophie du fair play, mais très jeune, hein, de courir sans médicaments, de voilà, de pas couper les parcours, de pas couper les bouées, d'être réglo, quoi. C'est comme ça. Des fois, on est comme ça. Voilà, ça s'explique Ok, pas trop, quoi. ok. C'est quoi ton angle d'analyse aujourd'hui sur le dopage et la triche dans le sport, mais de manière générale? Ouais. Alors, maintenant, ça fait quasi 30 ans, donc je pense au niveau mondial, on est très peu à avoir cette expertise aujourd'hui. C'est le problème du dopage, de l'antidopage, c'est uniquement un problème politique aujourd'hui, pour moi. Et bon, je ne vais pas tout développer, mais c'est vraiment ça je vais dire, c'est pas un problème scientifique, c'est vraiment un problème de politique, de choix. Et, et malheureusement, il y a un système, et on pourra revenir plus en détail, qui est aujourd'hui installé, qui fait que, pour être vraiment très clair, la lutte antidopage aujourd'hui, pour moi, c'est un écran de fumée. Même si on va attraper des gens, on pourra en reparler, hein. Et en fait, dès que tu es expert dans le domaine, il y a, je vais dire, ça va peut-être perturber ton programme, mais je vois pas comment un expert aujourd'hui du dopage peut être attrapé avec les méthodes d'aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que finalement, des fois, on attrape des gens, mais qui sont un peu des Ouais. gens non experts. Et je veux dire, les dérives, elles continuent sur le dopage même, mais aussi surtout, et c'est le problème numéro un du sport, l'hypermédicalisation que j'appelle moi le legal doping. Donc aujourd'hui, le problème, il est extrêmement massif. Tous les résultats sont perturbés, mais en fait, le show must go on, donc tout le monde en profite. Et donc finalement, bon, ça fait partie, aujourd'hui, ok, ça fait partie du truc. Mais c'est un problème de fond, de moyens qui sont alloués justement pour cette lutte antidopage, à contrario avec ce que, par exemple, des équipes professionnelles pourraient avoir comme moyen justement de Ouais. développer des techniques de dopage qui seraient pas visibles, ou il y a un autre fond de Non, problème. non, mais c'est un ensemble de choses. C'est encore une fois une volonté politique. Mais si tu es sur les domaines financiers, le budget de la main, il va être autour de 35 millions d'euros annuels. Voilà, le budget d'une équipe pro en vélo, ça dépasse les 50 millions pour certaines. Un club de foot, voilà, c'est quasi Ouais. des puissants fonds au niveau monétaire. Donc, bien évidemment, et on le voit dans certains dossiers, hein, le cas de Christopher Froome, on voit que voilà, dès que vous mettez une puissance juridique sur même des contrôles positifs, vous arrivez à vous en sortir. C'est le cas sur le passeport, c'est le cas de partout, alors que vous avez sanctionné des athlètes qui n'ont pas de moyens de se défendre avec le passeport, mais vous savez très bien que vous n'allez jamais pouvoir taper un gros avec le passeport parce que juridiquement, ça va jamais tenir devant aucun tribunal, quoi. Donc, c'est tout ce mécanisme-là. Euh, où tout le monde est impliqué, bien évidemment les athlètes, les entraîneurs, les médecins, dans le trail running, les organisateurs, puisqu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être reprendre les chiffres. Quand on parle de dopage, le dopage, c'est au sens de la liste des interdictions, donc qui est éditée annuellement par l'Agence mondiale antidopage. Euh, Déjà, dans cette liste, il y a des trous. Il y a plus de 40 substances ou méthodes qui devraient être sur la liste, qui n'y sont pas. Un exemple, tu prends le tramadol, voilà, qui est arrivé sur la liste en 2024, mais aujourd'hui, tu as pas mal d'autres substances qui devraient être sur les listes, comme le tapendatol ou d'autres substances, et elles vont mettre X années à arriver. Donc, tu as toutes ces substances qui devraient être sur les listes qui ne sont pas. Des méthodes, tu prends l'hyperoxy, le fait d'inhaler de l'oxygène aussi. Tu peux dire l'hyperoxy sur un ultra moyen. Peut-être, mais sur un 50 mètres nage libre, si tu arrives avec ta petite bouteille d'oxygène jusqu'au plot en hyperoxie, alors il y a des études,
Elles n'ont pas été faites spécifiquement comme ça, mais tu peux déjà imaginer de la conception scientifique qu'il peut avoir un effet ergogénique. Donc, il y a toute donc la liste des interdictions qui en fait comporte des trous énormes dans lesquels les athlètes vont s'engouffrer. Et derrière, tu as aussi toutes les AUT, sont les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les TUE en anglais, qui font que si tu as je fais simple, une pathologie, tu vas pouvoir utiliser ces substances. Le plus classique, tu déclares une tendinopathie et tu vas pouvoir utiliser des corticoïdes qui sont interdits en Ou compétition. la ventoline, la fameuse Et ventoline. voilà, ou le salbu. Après, le salbutamol. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'antidopage va dire oui, mais il y a des commissions d'AUT qui sont là pour étudier rien du tout. Si tu es un athlète de X pays et que tu arrives aux Jeux Olympiques avec ta fédération qui t'a soutenu et tu as une annuité sur une tendinopathie, tu as plein de tendinopathies qui, même à l'imagerie, ne se voient pas avec des douleurs persistantes réellement. Et donc, tu auras facilement accès aux corticoïdes. Donc, en fait, quand tu prends les statistiques de l'antidopage pur, on va te dire qu'en fonction des sports, des disciplines, des années, tu vas avoir de 1 à 3 d'athlètes dopés au sens de dopage. Quand tu lis la littérature scientifique, euh, à l'extrême, tu as certains sondages, des surveys qui disent que sur des athlètes de haut niveau, jusqu'à 40% utilisent des substances de la liste. Et au milieu, tu as des études qui ont été faites sur des profils biologiques, notamment sur des bases de données qui ont été obtenu il y a quelques années et qui montre 20% de profils anormaux. Donc en fait, quand tu as 3% d'athlètes dopés, que tu sais qu'il y a toutes les substances ou méthodes ne sont pas détectables, l'autotransfusion par exemple n'est pas détectable. Aujourd'hui, tu as des EPO qui sont complètement biosimilaires, qui ne sont pas du tout détectables. Le test est en retard. Donc ça veut dire que forcément la valeur c'est plus. Donc est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 40? Moi, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, là, quand tu lis la littérature scientifique, c'est 10% d'athlètes dopés en moyenne, donc au sens de l'AMA. Mais après, les gens qui vont utiliser ce que je t'ai décrit, savoir les substances qui ne sont pas sur les listes ou le détournement des AUT, c'est 80% des athlètes. Donc en fait, au total, tu as 10% de dopés, 80% de legal doping, ça fait 90% d'athlètes, et 10% qui sont vraiment clean, qui courent sans médicaments. Et cette statistique, tu la retrouves, nous, on a travaillé sur le programme qui était le programme Quartz à l'époque, de 2008 à 2022, dans le trail running, où on a fait les plus grosses courses de la planète, que ce soit pour le circuit, c'était je confonds je confonds avec les sports d'aujourd'hui, l'Ultra Trail World Tour Oui. ou le Golden Trail World Series. Bon, on a fait toutes les épreuves et là-dessus, dès qu'on testait, voilà, c'est ce résultat de 8 sur 10 qui tourne au médoc, on l'avait sur toutes les arrivées quand on tournait sur les élites. Donc, parce qu'on trouve beaucoup de médicaments, il y a ceux qui sont ergogéniques, mais il y avait beaucoup d'autres choses, des profils, ainsi de suite. Et donc, ce qui se passe, c'est que si tu veux changer le système, eh ben, tu as déjà 90% des athlètes qui sont 80 dans le legal doping, 10 dopés, donc tu en as 10% clean, donc c'est une ultra minorité. Ensuite, quand tu as des médecins qui gravitent, eh ben, ou des entraîneurs, eux, ils veulent la performance, donc ils veulent que les athlètes performent. C'est le cas des teams, hein, où en fait, ils pourraient très bien mettre en place des contrôles internes, mais ils ne le font pas, simplement parce que aussi on veut des athlètes avec des résultats. Et ensuite, tu as les organisateurs. Hein. Les organisateurs, ils pourraient très bien mettre des règles, ce qu'on appelle de politique de santé. C'était le cas à une époque avec l'UCI en cyclisme, qui a été la première à interdire le tramadol, alors que le tramadol n'était pas sur la liste. Il pourrait très bien interdire toutes les substances décrites et les AET, ainsi de suite, en disant c'est un peu l'inverse des Enhanced Games, là, les jeux des Ouais. dopés qui vont avoir l'air de du Je voulais massif. t'en parler justement. Ouais. Ouais, non, mais tu peux très bien faire une règle inverse qui dit, ben, il y a eux, les Enhanced Games, ils disent, nous, il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est une organisation privée. Et puis, tu peux très bien avoir une organisation privée en trail running qui disent, ben, nous, c'est une course sans médicaments. Tu peux imposer cette règle-là. Et donc, aujourd'hui, tout le système du sport mondial fonctionne comme ça. Euh, c'est la même chose dans le foot où les athlètes qui veulent être performants, donc ils vont prendre les médicaments qu'on leur donne, sans parler de dopage forcément, hein. Mais tu vas prendre de la caféine, tu vas prendre plein de choses qui devraient être sur la liste qui n'y sont pas. Le médecin du club, ben, s'il ne fait pas ça, j'allais dire, il-
on va lui demander un petit peu ça, on va demander à quoi il sert, hein, parce que c'est toujours la même chose. L'entraîneur, lui, va avoir ses joueurs disponibles, il va pas comprendre pourquoi on met 15 jours dans un sens pour revenir et 4 semaines chez nous. Le président, il veut des résultats et donc tout le système, il fonctionne comme ça, sur cette hypermédiatisation et des fois avec les dérives jusqu'au dopage, quoi. Et c'est vrai dans tous les sports, c'est vrai à tous les niveaux, c'est vrai sur les top champions. Moi, j'ai eu des dossiers dans les mains, voilà, des gens qui sont des icônes du sport, qui sont des chaudières, hein. Mais c'est comme ça, le système, il est comme ça et c'est comme ça. Et on entend souvent un peu que, tu vois, justement, là, on parle des sports un petit peu majeurs, mais tu as évoqué le côté ultra trail et ultra Mm. endurance, mais tu vois, on assimile un petit peu ce milieu-là à un milieu un peu plus sain. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Ouais, non, idéalisé? Ben, je parle après non. quand on est, là, tu parlais des Golden Trail Series, etc. C'est vrai que c'est un très, très haut niveau, on va dire, Ouais, ouais. en C'est trail. un haut niveau en trail running, hein. Et Mais sur encore une des fois. courses, par exemple, des UTMB, voilà, pour reprendre le plus connu, Ouais, même ouais, bah, dans le peloton général, sans parler des élites, tu penses qu'il y a des grosses problématiques? ouais. Bon, bah oui, tout le monde le sait, tu as eu des études là-dessus, t'as Paul Roback qui a publié, il y a beaucoup de gens qui ont publié. Nous, on a nos propres résultats sur, voilà, sur ce qu'on a fait sur l'UTMB de 2008 à 2022. Tout le monde tourne avec des cachetons. Encore une fois, c'est 90% des gens qui vont tourner avec des INS, qui vont tourner avec de l'Avento. Moi, j'ai vu des trucs de dingue. Élite et non élite, et c'est le cas de tout le monde. Donc aujourd'hui, les valeurs du sport, pour moi, je ne m'y retrouve pas, quoi. Moi, j'ai eu de la chance de, même si je m'entraînais plus à l'époque, de courir quasi toutes les courses de l'UTMB. J'ai vu X fois la CCC, j'ai eu de la TDS, l'UTMB aussi. Bah, c'est pas la même course quand tu le fais clean, sans rien prendre, que même avec juste un ibu, quoi. Un ibuprofène, ça change tout. Mais on veut être, c'est à tout le niveau, on veut être le champion le lundi au travail en disant je suis finisher. On veut être sur le podium, on veut, voilà. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis pas du tout admiratif de ce qui se passe parce que je me dis que et c'est vrai dans le sport, parce que moi je baigne dans le sport professionnel. Moi, ma question, c'est toujours mais qui est le gars qui devrait avoir la médaille, quoi? Où il est? Le vrai gars. Peut-être c'est lui, hein, peut-être c'est le premier qui effectivement est un clean. Peut-être il est beaucoup plus loin derrière et c'est lui qui devrait être sur la première marche. Et c'est ça qui me pose problème, moi. Je me dis qu'aujourd'hui, moi je vois pas le sport comme ça, mais on est une ultra minorité, quoi. Parce qu'encore une fois, tout le système fonctionne sur ce que je t'ai décrit auparavant, quoi. Mais sur les Templiers, là, ça avait fait un petit peu, parce qu'ils avaient contrôlé les Ouais, premiers, je crois, hein, c'est ça? les Templiers, si tu veux, il y a une notion aujourd'hui. Moi, je suis sur, par mes activités, je suis très discret, je suis sur aucun réseau social, j'existe pas, j'essaie de pas trop exister. Euh, Oui, ça a et en fait, été, d'un compte. D'ailleurs, je remercie Hugo Ferrari et Fred Bousseau. Donc, d'un contact à un contact, j'ai pu avoir ton contact. Mais bon, ben, c'est une effectivement, bonne chose. Très heureux de ça. Ouais. Si tu veux, en fait, aujourd'hui, l'expertise, elle est liée par ton nombre de followers. Donc, s'il suffit que tu sois un trailer connu avec X milliers, de centaines de milliers, voire millions de followers, et ta parole, elle aura plus de justesse ou d'impact que des gens comme nous qui sommes experts depuis 30 ans. Et si on les confondait sur le détail de la lutte antidopage, aller dans les détails, c'est dans les détails que tu reconnais l'expertise, ben, les gens, ils seraient perdus. Mais il y a aujourd'hui cette perte de connaissances qui est liée j'allais dire, au fonctionnement actuel via les réseaux où j'ai le plus de followers, donc j'ai raison. Et ça, c'est dramatique pour le sport. Et pour revenir aux Templiers, on a eu entendu beaucoup de choses qui étaient, parce que les gens qui connaissent le détail de dossier, ils se comptent sur les doigts d'une main. Euh, il y a toujours, encore une fois, pour un organisateur à l'époque, pour Odile, c'est toujours très complexe de mettre en place quelque chose de différent, ces fameuses politiques de santé, ben, pour toutes les raisons, parce que, un, ça a un coût, donc c'est un coût financier pour l'épreuve. Deux, tu vas te couper d'une partie de tes élites.
Ouais, ça Parce que coûte combien, ça, par exemple, une épreuve? ah, j'ai pas les budgets en tête, mais on va dire, donc c'est une équipe qui se déplace, on a des prélèvements, on a de l'analytique. Nous, moi, j'ai toujours été bénévole dans tout ce que j'ai fait pendant 15 ans dans le travail, même si les gens qui se déplaçaient avec nous étaient payés, c'était au travers d'une association. Mais c'était entre 3 et 5 000 euros par course pour mettre une politique de santé. Donc, qui consistait à interdire un certain nombre de médicaments et de faire des contrôles avant et après la course pour Combien voir de si personnes, ça, par exemple, 3 à 5 000 euros? c'était au minimum une vingtaine de personnes et on devait monter entre 20 et 30. Donc, c'est pas énorme, hein, on va dire. Non, c'est pas beaucoup. Le budget, il peut largement s'absorber. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mettant ça en place, ben, tu prends déjà des possibles critiques sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé exactement au Templier. Tu te coupes d'une partie des élites, parce que tu as des élites qui se présentent pas. Moi, je pense, pour connaître certains profils qui se sont pas présentés, que je connais très bien, je pense que c'est vraiment dû à la présence de la politique de santé. Ça, je peux pas le prouver, mais c'est, j'allais dire, subjectif. Mais moi, j'essaie toujours d'être scientifique, mais c'est un ressenti. Et donc, tu te coupes des athlètes. Forcément, c'est pas toujours forcément bien perçu par tous. Pour toutes les raisons que j'expliquais, entraîneurs, staff médical et athlètes. Comme les athlètes, ils n'ont pas cette connaissance fine, on veut des contrôles, mais ils n'ont toujours pas compris que quand tu es expert et que tu veux éviter les contrôles, tu vas les éviter. Et donc, eux, les athlètes, comme ils sont sous ce légal doping, et dans leur psychologie, c'est de dire, mais pourquoi tu viens m'embêter moi alors que je respecte les règles, ce qui est vrai, alors que ce qu'on veut, nous, c'est des contrôles antidopage pour attraper les tricheurs. Mais dans l'esprit, le legal doping, ça fonctionne très bien et c'est ergogénique. Donc, bien évidemment que tu fais pas la même course en legal doping qu'en étant complètement clean. Donc, en fait, tu arrives, si tu te mets à la place des organisateurs des Templiers, tu arrives à essayer de vouloir changer le système et en fait, tu te fais tirer dessus par tous les côtés parce que les gens comprennent pas. Il y a aussi des règles en fonction de ce qu'on détecte. C'est pas forcément une sanction immédiate, automatique. Il y a des choses, il y a de la prévention, il y a plein de choses. Et donc, un organisateur, il se dit, ben, je vais arrêter de trouver du budget pour ça, pour me faire tirer dessus, et je vais revenir à un truc classique qui est les contrôles, où je vais faire de la com autour de ça, comme font tous les organisateurs dans le trail aujourd'hui, hein, les grosses courses, on fait de la com autour de ça. On maintient l'écran de fumée. On sait que nos athlètes qui sont dans le légal doping, certains sont dans le doping, mais pour le grand public, il y a des contrôles et c'est génial. Comme ça, le sport est clean, quoi, parce que zéro contrôle positif sur une course, c'est ben, la course est clean dans l'imaginaire des gens. Et donc, je comprends, moi, quelque part, je comprends ces organisateurs. Hein. Ils veulent défendre leur business. Moi, je le comprends, mais moi, j'ai jamais géré mes affaires comme ça. Mais je le comprends. Mais Ils il y a veulent. quand même eu récemment, par exemple, je pense à la Kenyan, là, j'ai du mal à prononcer. Oui. Ouais, mais Chepengedou, c'est ça, hein, je crois. ouais, mais typiquement, je vais te dire, si je prends Qui était son sur la cas très. CCC, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais euh, je ne sais plus si le contrôle était à Cerzinal ou sur la CCC, mais peu importe. Oui, Mais je crois que encore c'est une fois. antérieur. Je crois que c'était sur la Sierzinal. Et donc, ça a annulé après les autres. Ouais, j'ai plus j'ai beaucoup de dossiers, mais ce qu'il faut comprendre, pour moi, la substance à laquelle elle a été contrôlée positive, je ne comprends pas comment tu peux être contrôlé positif à cette substance. Dans Donc, le sens où, c'est plutôt une erreur dans ce cas-là, on va dire. je veux dire, tu as tellement de moyens, tu peux l'utiliser en AUT. Et autrement, en termes de contournement, c'est quand même très facilement contournable. C'est une incompréhension totale. Je le dis vraiment sincèrement. Moi, j'aurais un athlète que je devrais suivre pour du dopage. Je vois pas comment il peut se faire attraper, et alors encore plus avec cette substance. Mais Donc je c'est me peut-être dis, s'il la dédouane, alors justement, du coup, peut-être c'est une erreur de sa part. non, mais je pense que il y a un ensemble de choses. Ça peut être aussi, j'allais dire, la méconnaissance qu'on voit très souvent sur les athlètes kényans. On va utiliser je te disais, tu as des EPO aujourd'hui qui sont complètement biosimilaires, mais eux, ils vont utiliser les vieilles EPO qui coûtent pas cher, les Eprex et ainsi de suite. Et donc, c'est sûr que si tu cherches EPO sur Internet ou corticoïdes et tu fais de l'automédication, s'il y a des contrôles, et j'allais dire, les contrôles j'ai dressé le portrait parce que moi, je me place toujours au niveau de l'expertise, je me place au niveau du très, très haut niveau mondial.
Mais heureusement qu'il y a des contrôles, hein, on est d'accord, parce que j'allais dire, le cas présent, il y a une règle, elle enfreint la règle, comme si elle avait coupé un parcours ou quelque chose, elle doit être sanctionnée. J'ai aucun problème avec ça. Ce que je dis juste, c'est quand tu es dans l'analyse fine de ce type de contrôle positif, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être contrôlé positif à cette substance, quoi. Mais bon, elle enfreint les règles, il y a aucun problème avec ça, et donc tant mieux qu'il y ait des contrôles, hein. C'est pas, je le dis encore, mais les contrôles, sur le très haut niveau d'expertise, tu attraperas personne aujourd'hui. Et tu as ce détournement, encore une fois, du legal doping avec les trous dans la raquette de la listama qui sont multiples et les athlètes qui s'engouffrent à 80% dedans. Donc en fait, même si on pourrait penser que c'est un sport un peu moins majeur qui est en expansion, dans ce milieu-là, c'est pas marginal Euh, ou sous-estimé, quoi, non, le ah non, niveau non, et c'est le loin legal d'être doping. marginal. T'es quand même, si tu remets, moi quand j'ai fait mes études en physio, quand on parlait de la charge d'entraînement, les trims, tout ce que tu peux mesurer sur les intensités, les charges, quand tu vois, moi j'ai suivi beaucoup d'athlètes au JO, dans de multiples sports pendant des décennies. Euh, à l'époque, le très haut niveau marathon, c'était si tu faisais 2 marathons, voire trois, c'était exceptionnel dans une saison annuelle. Ouais, aujourd'hui. Euh, voilà. Alors on va me dire, oui, j'ai quelques bases en physio encore, on va me dire le marathon n'est pas ultra et ainsi de suite, je comprends bien, mais voilà, l'impact d'un ultra trail sur un organisme et la capacité à reproduire une performance de très haut niveau, je veux dire, la physiologie, elle n'a pas changé en 30 ans. Et donc, voilà, ouais, ouais, c'est l'arbre qui cache la forêt. On essaie de te vendre quelque chose qui est tout le contraire. Moi, j'ai été pendant 15 ans sur toutes les courses, je sais comment ça fonctionne, quoi. Et donc, aujourd'hui, voilà, je ne C'est vais pas peut-être citer de même nom. plus vulnérable, alors, du coup, comme milieu, parce que Non, mais moins de contrôle, etc. non, non, mais l'hypermédicalisation, même si tu as des contrôles, si aujourd'hui, moi, on va dire que le dopage, ça va être jusqu'à un gain de 10% de performance si on est sur la performance ergogénique. Pour avoir une idée moyenne, ça te fait passer environ de la 50e place d'une course à la première place, quoi. Donc, ça veut dire que c'est à peu près ça, un 50e du TMB serait devant, et ainsi de suite. Ça, c'est le dopage. Le legal doping, tu peux facilement monter entre 5% à 7% d'amélioration de performance. Juste avec des substances légales, détournement des AET, puis tous les stimulants antidouleurs qui ne sont pas sur la liste. Et d'autant plus en ultra-trail. Le dopage, il existe partout. Il peut y avoir du dopage en tir à l'arc avec d'autres types de substances, mais le trail running et l'ultra trail, c'est le sport par essence sur lequel il est plus facile de doper un athlète parce qu'à la rigueur, tu pourrais quasi tout prendre, que ce soit des facteurs de croissance, des facteurs sanguins. C'est tellement, je veux dire, si tu fais du tir à l'arc, avoir des facteurs sanguins, ça va pas spécialement t'aider. D'être sous EPO, sous autotransfusion, voilà, il y a pas d'études à ma connaissance, mais dans la compréhension des mécanismes. Le trail, que ce soit sur facteur de croissance, facteur de stimulation, facteur d'oxygénation, tout est ouvert, c'est l'open bar, quoi. Et les athlètes, tous les athlètes, hein, les amateurs comme les élites, ils s'engouffrent là-dedans, bien évidemment. Et je ne sais pas si tu suis un petit peu. Alors moi, tu vois, à une époque, je reprends mon exemple d'athlète, mais je faisais davantage de trail et d'ultra-trail, puis j'ai découvert l'ultracyclisme. Et du Mm, coup, je me suis engouffré dans cette brèche-là parce que je trouvais plus le côté, il y avait une redécouverte et le fait de rouler la nuit, des épreuves plus longues, etc. Mais dans ce milieu, on n'en parle pas du tout, du tout. oui, Donc, je bah, ne sais pas si toi, tu as des retours par rapport à ça. j'ai connu des gens dans cet univers aussi également. Et encore une fois, bien évidemment, c'est présent, mais j'allais dire, là, on discute, mais tout ça, je peux l'étayer par des chiffres. On a voilà, énormément de données, il y a énormément de publications. Le milieu, voilà, je suis dans le sport professionnel depuis mes 20 ans, quoi. Donc, je le connais par cœur. J'ai vu des résultats en course, même en trail running. J'ai été sur des championnats du monde où, voilà, j'ai vu des athlètes à mi-parcours sur des courtes distances être complètement largués et faire un finish qui est impossible sans aide ergogénique. Impossible. Le sport, tu as toujours de la logique dans l'observation. Il
il n'y a pas que la science, il y a aussi l'observation te donne un accès à la connaissance. Et il y a des choses qui se passent en sport, voilà, qui s'expliquent et des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, mais aujourd'hui, voilà, nous, on est des voix dissidentes. On pourrait nous taxer voilà, de critiquer, ainsi de suite. Moi, je suis juste objectif. Moi, je dis juste comment ça se passe. Et encore une fois, mon problème aujourd'hui, c'est quand je suis les résultats du travail, parce que j'ai encore, voilà, la passion pour le sport d'une manière générale. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer un jour qu'à Courmayeur, un gars, il se fasse une perf de 40 ml de glucose qui sera complètement autorisé et ou qui respire un peu d'oxygène ou qui prenne tout ce qu'il a pris pendant la course. On verra comment les gens réagissent parce que c'est légal. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai essayé de dénoncer. On a essayé de faire changer les choses. C'était pas loin de changer. De faire prendre conscience aux organisateurs qu'il fallait mettre cette politique de santé. Et en fait, le trail aurait pu être un pionnier parce qu'on aurait montré aux autres sports que dans un sport, je veux dire, économiquement mineur, si on compare aux gros sports mondiaux, si tu avais mis des règles différentes, tu aurais été un modèle pour les autres sports. Et l'hypermédicalisation que tu vois dans le foot, dans le rugby, dans les sports US, de partout, aujourd'hui, c'est le sport qui est comme ça. Et en fait, tu n'as pas de contre-exemple. Alors que le trail running, en mettant des règles de politique de santé, comme l'a fait Lucie une époque, mais en mettant vraiment des règles très loin, qui sont simples, qui est, voilà, si je suis malade, je me soigne et je ne cours pas, pas d'AUT, pas de ces médicaments qui ne sont pas sur la liste, ils auraient été un modèle depuis. Et en fait, on aurait montré une autre voie possible aux jeunes et au sport. Et je pense, moi qui suis dans l'économie du sport, ça aurait inspiré énormément de fédérations et ça aurait pris. Mais en fait, ça s'est joué à une bascule. Euh, il y a quelques années avec l'UTMB notamment, qui aurait pu prendre ce lead et qui a choisi de retourner dans la case des contrôles, ainsi de suite, et pour protéger le business. Et puis ben, aujourd'hui, je pense que c'est dans le trail running, c'est fini. C'est-à-dire le trail running, pour moi, c'est sur le modèle de tous les autres sports qu'on connaît tous, quoi. Mais tu penses que c'est plutôt organisé, médicalisé ou c'est plutôt opportuniste, Il y comme a donc tu l'as dit tout. avant, c'est-à-dire, bon, bah, je prends, mais j'ai pas de connaissances. Non, Est-ce que non, c'est si, réel alors cette si, organisation? ouais, ouais, si tu prends la masse, c'est-à-dire l'ensemble des coureurs, bien sûr, c'est plutôt ce modèle-là, c'est-à-dire c'est de l'automédication. Il y a probablement des gens qui ignorent les règles, hein, ils ont des ibuprofènes de la caféine, ils boivent du café, ils n'ont pas de notion de qu'est-ce que je peux prendre. Il y avait une athlète il n'y a pas longtemps qui avait publié aussi Oui, son, son running plan. oui, mais elle l'a Euh, vite enlevé hein, d'Instagram. oui, mais bon, voilà, avec des prises, rien que ça, je me dis, mais ils sont fous pour leur santé, voilà, quand tu connais aussi on n'a pas parlé des dangers, mais dans un sport à déshydratation pour les reins, le foie, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, donc, tu as une très grosse masse, qui fonctionne comme ça, et je pense aussi, par contre, qu'il y a certains, si tu parlais du trail running, certains athlètes qui fonctionnent ou qui ont fonctionné avec des médecins, ouais. Mm, D'accord. Et la différence entre, là, on parle à l'échelle de la compétition, mais mm, je prends l'exemple, par exemple, du cyclisme ou des athlètes de très haut niveau, ils sont quand même contrôlés, il y a un programme de contrôle, non, mais ils doivent être présents, ils ont des mm. refus, etc. Non, non, Mais mais ça en n'existe fait, pas en, dans les milieux de Non, l'ultra-endurance. mais en fait, si tu veux, quand tu as l'expertise, tu peux mettre les gens en contradiction. Je vais te donner un exemple très simple. Tu prends les statistiques mondiales de l'AMA, c'est 1% d'athlètes dopés. C'est pas moi, hein, c'est l'Agence mondiale antidopage. Moi, je te dis qu'il y en a 10% et je te dis que la valeur, elle est forcément plus élevée parce qu'on détecte pas tout. Voilà, tu fais pas des contrôles tout le temps. Donc, on comprend déjà scientifiquement que forcément, la valeur, elle est plus élevée. C'est comme le nombre de criminels que tu arrêtes. Tu sais forcément qu'on arrête moins que la réalité du crime parce qu'il y en a qui échappent voilà, à la logistique mise en place. Donc, quand tu pars de ça et tu parlais du vélo, tu dis il y a 1%, il y a 200 coureurs sur le tour, donc il devrait avoir deux contrôles positifs par année. Le dernier contrôle positif, c'est 2015. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de contrôle positif sur le tour. Et en moyenne, ils sont testés dans les 3 semaines avant le tour, ils sont testés, il y a 200 contrôles, et il y en a 200 contrôles pendant le tour. D'accord? Et le maillot jaune, il est testé tous les jours. Donc après, tu as deux hypothèses. Tu as uniquement deux hypothèses. C'est soit il n'y a pas de dopage,
Et dans ce cas-là, tu dis effectivement, ben, on peut les contrôler, mais au lieu de les contrôler 400 fois, 800 fois, et on trouvera toujours rien parce qu'il n'y en a pas. Soit on te dit, ben, le système ne fonctionne pas parce qu'on va attraper des gens qu'on n'attrape pas. Donc en fait, le système, il est biaisé et c'est ce que je te parlais, cet écran de fumée qui fait que quand les gens ont de l'expertise, on ne les attrape pas. Et c'est la question que chacun doit se poser sur comment vous imaginez le sport, comment vous le voyez, et est-ce que vous pensez que tout est clean, quoi. Si les gens voyaient comment ça se passe dans des mi-temps de certains sports collectifs ou ainsi de suite, je pense qu'ils changeraient d'avis sur la réalité de cette hypermédicalisation jusqu'au dopage, quoi. D'accord, d'accord. Euh, il y a une différence entre, là je voulais revenir sur ça, c'est par exemple une personne qui va avoir un protocole comme ça de dopage, mais Ah, hors compétition, est-ce que ça va être détectable après ou pas? C'est-à-dire que voilà, une personne qui se dope toute l'année hum, pour optimiser ses entraînements, par hum, exemple, ouais. est-ce qu'elle va quand même avoir des répercussions après sur sa course, sa compétition, Bah, même bien sûr, si la alors compétition c'est, ne prend plus rien? ouais, ouais, ben, tu prends les facteurs de croissance, par exemple, si tu es sur IGF-1, GH, tous ces facteurs-là, tu vas prendre, par exemple, dans un certain sport de la masse musculaire. Et l'idée, c'est que voilà, ça se fait dans des cures qui sont en amont des compétitions pour arriver plus performant sur la compétition. Et tu as les fenêtres ergogéniques de détection. Encore une fois, je te donnais l'exemple de l'EPO, mais aujourd'hui, tu as des EPO qui sont biosimilaires qui ne se détectent pas. Mais si tu prends sur des EPO qui se détectent encore, tu vas avoir une fenêtre de détection si tu microdoses, si tu fais bien ton protocole de 24-48 heures. Donc, il suffit déjà de. Je te parle d'une EPO détectable parce que moi, je prendrais une EPO pas détectable, mais dans l'absolu. Donc, il suffit de changer déjà tes localisations au dernier moment pour, je veux dire, ou te mettre dans une zone qui est difficilement contrôlable. Hein. Je ne vais pas expliquer comment, mais il y a énormément de zones ou de moyens pour contourner déjà le système de localisation. Des choses très simples. Et en fait, tu as 24-48 heures de détection. Encore une fois, tu as choisi la mauvaise substance et tu as jusqu'à 3 semaines d'effet ergogénique. Donc, c'est le rapport entre. Tu prends une amphétamine, c'est l'inverse. Une amphétamine, tu vas avoir une détection qui est très longue. Tu peux détecter jusqu'à 10-15 jours en urinaire. Et par contre, tu vas une fenêtre d'action qui est de 24-48 heures. Donc, c'est tout la différence en fonction des substances. Mais quand tu connais tu sais déjà dans un contrôle, quand on dit il y a des contrôles, mais les contrôles, il n'y a même pas la recherche de toutes les substances qui sont sur la liste. Il n'y a même pas assez d'urine pour aller détecter toutes les substances qui sont sur la liste. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Donc on te dit, donc en fait, tu as une sorte de, pour parler avec des mots simples, de kit de base où on va te faire des classes de substances. Mais en fait, dès que tu vas avoir des recherches spécifiques de beaucoup de classes différentes, tu n'as même pas, même si tu es assez de quantité urinaire. Donc, encore une fois, il y a cet imaginaire collectif qu'il y a contrôle, le contrôle est négatif, la course est clean. Quand tu connais le détail de comment fonctionne les antidopage, c'est un écran de fumée, quoi. Mais aujourd'hui, le monde, il fonctionne comme ça, quoi. Et c'est sans donner forcément de produits, enfin de noms de produits, etc. Mais c'est quoi qui est le plus utilisé aujourd'hui, par exemple? Voilà, c'est des catégories, tous les facteurs d'oxygénation. Il y a donc tu mets là-dedans le PO, les transfusions, tous ces facteurs-là. Tu as des Transfusion, c'est listes. ce que, par exemple, Armstrong avait fait, c'est ça? Ouais, voilà. Moi, pour l'anecdote, ça te donner une idée. J'ai travaillé sur son dossier en 2006 pour l'Agence mondiale antidopage avec une conclusion, c'était une demande d'expertise avec une conclusion de probabilité sur l'univers du cyclisme à l'époque. Et Armstrong, c'était le seul qui sortait avec une probabilité de 100% d'athlètes, de 100% liés à une anomalie, soit performance mécanique, soit dopage. Et donc, en fait, moi, j'ai vécu, parce qu'à l'époque, en plus, j'étais sur le tour, et donc, pour mes activités, donc j'avais ce double, voilà, ce qui nous sert toujours. Hein. C'est super bien d'être dans un milieu parce que on a toujours, voilà, dans l'investigation, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et moi, j'ai dû attendre 2012 où je savais que tout ce qu'il gagnait, c'était de la fake perf, quoi. Et Armstrong, c'est pas un cas isolé. Hein. Je pourrais te citer, voilà, il y en a qui sont passés au travers complètement tout le long de leur carrière. Lui, non. Encore une fois, pas par les contrôles. Hein. Si tu prends le cas d'Armstrong, c'est 254 contrôles en 10 ans, tous négatifs. Et en fait, ce qui l'a fait sanctionner, c'est qu'ils ont monté un dossier d'investigation
qui est aujourd'hui la seule méthode à laquelle je crois moi pour topper les top experts. Et en fait, tu te retrouves avec des athlètes qui témoignent, des épouses d'athlètes qui témoignent avec un dossier. Et dans le droit américain, en fait, il n'y avait pas à l'époque de sanctions pénales par rapport au dopage. Tu risquais pas de prison, mais tu risquais de la prison si tu faisais un parjure devant le jury. C'est-à-dire, le jury, il arrive devant toi, je te fais simple, ils disent, voilà, Monsieur Armstrong, on va vous poser des questions, on a des informations sur vous. Tu ne sais pas s'il bluffe ou s'il bluffe pas, le jury. Et donc, si vous nous dites la vérité, vous ne risquerez rien. Vous aurez uniquement des sanctions sportives, parce que vous allez avouer du dopage, donc c'est des violations des règles, des AVRA, on appelle ça, haute violation des règles antidopage. Donc tu pourras être sanctionné sportivement ce qui s'est passé, mais vous ne risquerez rien au niveau pénal. Et donc lui, dans la balance, il avait Marion Jones, qui elle avait fait un parjure devant le jury, qui avait été en prison. Et donc derrière, il a parlé en 2012. Et donc, Armstrong, moi, des Armstrong, j'en connais des dizaines, quoi, de autant de notoriété et avec voilà, des, des profils complètement similaires, quoi. Ok. Là, on est un petit peu dans le cadre vraiment dopage, mais quand on parle de légal doping, je veux que tu Ouais. redéfinisses un petit peu la chose. Ouais. Et surtout, ben, est-ce que aussi c'est un phénomène qui est encore plus prononcé justement que le Ah bah dopage? oui, ah bah largement, oui. C'est massif. C'est le plus massif. Hein. Je te disais, dopage 10%, 80% de légal doping, donc 8 fois plus, et 10% de réellement clean. Le légal doping, c'est d'utiliser des substances ou des méthodes qui, selon nous ou moi, devraient être sur la liste des interdictions et qui n'y sont pas. Et donc, ça, c'est une première chose, ou c'est de détourner des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire de simuler une pathologie pour prendre, je te donne l'exemple des corticoïdes. Donc, c'est toute cette famille qu'on regroupe dans le legal doping, puisqu'en fait, ta liste, elle est changée annuellement. Et je te donne l'exemple du tramadol, qui est rentré sur la liste, mais moi, ça fait 20 ans que je fais des interviews en disant, il y a plein de substances, dont le tramadol, hein, mais il y en a d'autres qui devraient être sur la liste, qui ne sont pas, et des méthodes, je t'ai cité l'hyperoxy, voilà, et donc, c'est le La legal doping, c'est surutilisation, ça. par exemple, de caféine, quoi. La Ouais, surutilisation. moi j'ai des dossiers d'expertise, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que parce que les gens boivent du café, voilà, on associe la substance, c'est un peu comme le paracétamol, quoi. On en trouve comme ça, on a mal à la tête, on prend un paracétamol. La dangerosité de la substance, voilà, on n'en a pas conscience. Et quand tu connais les dosages des cocktails de caféine et ce qui est pris dans de nombreux milieux avec les concentrations qui sont prises, bah, ouais, la Oui. caféine, c'est hyper dangereux dans Non, des mais concentrations élevées. je prends mon exemple personnel. Je consomme pas de café comme ça au quotidien, à part des Hum, décaféinés. hum, Parfois, avant les séances, quand j'ai des séances d'intensité, ben, je mets un peu de vrai café avant la séance. hum. Et par exemple, une prise avec un gel de caféine pendant. Mais Hum. moi, déjà ça, rien que ça, alors on parle de 50 milligrammes de caféine à Ouais. l'effort. Rien que ça, moi, Et- ça me booste parce que je suis anti-médicament, je prône quelque chose de naturel, etc. Donc, j'ose imaginer des doses incommensurables, ce que ça doit faire sur l'organisme. ouais, et puis encore une fois, sur des expertises sur lesquelles j'ai été, quand on voit les doses en urinaire qui dépassent très largement la dose maximale théorique, ce que tu pourrais prendre sur 24 heures ou Ouais, sur 400 12 heures, et milligrammes. qui la dépasse de 10, 20 fois, tu te dis, ouais, voilà, il y a gros danger. Mais encore une fois, tout Mais le est-ce que monde c'est le pas fait. sociétal? Parce qu'il y en a, ils consomment 10 cafés par jour, hein. Alors, ouais, non, mais encore une fois, si tu prends l'exemple de la caféine, pour moi, elle n'est pas sur les listes uniquement pour cette notion de seuil, parce que c'est une substance qu'il faudra indiquer avec un seuil, comme tu le fais pour d'autres substances, où il faudra fixer un seuil urinaire, justement, parce que c'est une boisson qui est connue, qui est utilisée, et de pouvoir boire tes cafés tranquillement, et après de dire, mais effectivement, il y a un effet aussi ergogénique, et je suis limité, voilà, si je veux prendre un ou deux cafés sur l'UTMB, je parle pas des élites, je sais pas s'ils ont le temps ou s'ils en prennent dans leur hydratation, mais voilà, tu mets déjà une substance à seuil, ce qui serait déjà une bonne chose. Mais là, on Oui, parle d'une substance, il y en a 42, hein, donc, et des méthodes. Et voilà, et les AET, c'est encore pire. Donc, c'est, je veux dire, ouais, c'est compliqué. Et malheureusement, moi, je pense toujours aux athlètes clean. Hein, c'est là où ça m'embête, c'est ça.
Parce qu'aujourd'hui, on met des médailles à des gens qui, pour moi, sont pas forcément clean, légal doping ou doping. Et ben, le vainqueur, on ne sait jamais qui c'est réellement, quoi. C'est vraiment un gros problème, quoi. Et c'est quoi, enfin, dans ces produits-là, anti-inflammatoires, antalgiques, etc., c'est quoi le plus dangereux que tu penses, toi? Parce que bon, la caféine, à moins de prendre des Ouais, alors moi, incommensurable. paradoxalement, parce que je fais beaucoup voilà, à mon âge, on a tous fait beaucoup de choses, les gens du même âge, et j'ai fait énormément de protocoles de recherche. On appelle des phases 1 notamment. On a fait des protocoles. On est aujourd'hui toujours les seuls au niveau mondial à avoir fait un protocole qui mêlait autotransfusion, prise de PO, prise d'hormones de croissance et prise de corticoïdes. Aujourd'hui, qui est la réalité de ce que font les athlètes. Des protocoles comme ça, à obtenir les autorisations de quatre substances comme ça serait ultra compliqué aujourd'hui, je pense. En tout cas, nous, on l'a fait et donc j'ai pu utiliser des substances. Donc moi, j'ai déjà pris de l'EPO plusieurs fois, pris des hormones de Un retour croissance. d'expérience, quoi. Ben, c'est très important parce qu'en fait, je dis pas que j'allais dire, attraper de la drogue, il faut te droguer. Mais en fait, le fait d'avoir pu manager des protocoles, mais en même temps de parfois être sujet d'autres protocoles que je manageais pas, ben, ça te permet d'avoir un recul d'expérience sur, voilà, sur le PO, sur qu'est-ce que ça te fait, sur l'hormone de croissance. Et moi, vraiment, la substance qui m'a le plus effrayé, j'allais dire, et ça repose sur du subjectif, mais des fois, c'est important le ressenti, c'est tous les facteurs de croissance. Parce que j'ai vu mon corps se transformer avec quelques injections d'hormones de croissance. Ça veut dire qu'au niveau tissulaire, il y a quelque chose qui se met en place où tout est accéléré en fait sur ce qu'on appelle l'hyperplasie ou des choses comme ça, des phénomènes musculaires. Et en fait, je me dis, mais si ça fonctionne comme ça sur les récepteurs des cellules musculaires, bah, ça doit comment ça fonctionne au niveau des organes. Et en tout cas, sans étier sur la séance, mais dans mon ressenti, je me dis, si tu as des traitements à long terme sur des facteurs de croissance, tu vas droit sur la route du cancer pour moi. Dans le ressenti, ça se lit dans la science aussi. Et après, à l'inverse, t'as des substances comme le PO, où aujourd'hui, tu n'as aucune étude qui va te montrer qu'il y a un danger à utiliser le PO ou la transfusion autologue. Donc aujourd'hui, le PO, euh, à part l'érythroblastopénie, tu as des choses comme ça qui ont la perte de production de globules rouges, mais globalement, savoir si tu as fait des cures de PO, surtout microdosées, est-ce que ça va avoir un impact? Aujourd'hui, tu n'as pas d'études comme ça. Parce qu'en fait, tu ne sais pas qui se dope pas, et il faudrait avoir des études de suivi sur des plusieurs décennies avec des populations, c'est assez complexe. Donc aujourd'hui, pour te dire, le danger, ça peut être, il y a peut-être, ça va être très paradoxal, il y a peut-être plus de danger à surdoser du paracétamol qu'une cure de PO, Ah ouais. paradoxalement. Eh ouais. Ah oui, ou certains antidouleurs avec la déshydratation qui a lieu entre aéronique, notamment en ultra, et le rein. Mm. Et là, pareil, il y a sans doute plus de danger à utiliser des ibuprofènes de façon régulière sur un ultra, toutes les X heures, versus une cure de PO. C'est très paradoxal, mais c'est sans doute vrai, quoi. Donc, voilà un peu. Mais encore une fois, c'est de la philosophie sur le médicament. Pour moi, il est fait pour te soigner. Et si tu es blessé, tu vois, Lidzevon, tout le monde l'a en ski, tout le monde la met sur un pied. Entre guillemets, c'était l'histoire américaine, tout ça. Euh, c'est mon athlète, elle va jamais courir cette compétition. Hors de question, parce que je sais pas déjà dans quel contexte thérapeutique elle l'a couru. Parce que quand tu as le LCA rompu, bah voilà, moi j'en ai traité plein hein, en tant que physio. Je sais ce que c'est un LCA, je sais comment les gens ils sont après 15 jours sur un LCA sans opération. Et je vois pas comment tu rentres une bosse à 100 à l'heure et tu fais un saut de 50 mètres. Oui, c'est le ligament croisé antérieur pour ceux qui. Ouais, ouais. Et donc c'est pas une bonne image que tu donnes. La vraie image, c'est de se dire, bah, je sais que c'est mon dernier objectif, j'ai 41 ans, mais en fait, je dois montrer aux jeunes que l'intégrité physique, c'est plus important que n'importe quelle compétition, n'importe laquelle. Et de toute façon, même si elle avait performé avec une médaille d'or, dans quelles circonstances? Comment tu peux imaginer quelqu'un qui doit marcher en théorie avec des béquilles tant qu'il ne s'est pas fait opérer et qui arrive à gagner une course? Tu comprends bien il y a un désordre quelque part. Donc tout ça, et quand tu écoutes
l'environnement médiatique de tout ça, c'était l'héroïne, quoi. Et On l'héroïne en racontait sens des de, histoires, quoi, en fait. ouais, ben, bien évidemment, mais ça plaît au grand public, tout ça, et ils voient pas. Et nous, on est des voix distornantes en disant, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui, quoi? Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Et C'est- on parle des fois de, tu vois, le corps, il a une mémoire, mais là, tu parlais, toi, tu as pris Hmm. t'avais pris Ouais. pour justement essayer. Est-ce que ça joue après Ouais, alors ça, l'athlète c'est qui s'est toujours. dopé un jour, c'est dopé toujours Ouais, c'est le vieux débat sur. Bah, tu as des facteurs de croissance notamment où on te dit que si tu. Moi, je pense que le corps, il a une. La science te dit ça aussi. Tu as une sorte de. Tu as un morphotype, tu as beaucoup de choses qui sont des données. Ton profil sanguin, globalement, hors pathologie, il est identique. Alors, il y a des modulations avec des pathologies, avec le vieillissement également sur certains facteurs, d'hormonaux, ainsi de suite. Mais globalement, sur une courte période, tu prends de 20, 25, 25, 30, 35, etc. Hors pathologie, ton profil est assez standard. Donc, tu as ces standards-là. Et sur les facteurs de croissance, évidemment, tu vas prendre un gain de masse musculaire et tu vas avoir un temps qui peut être un temps long de perte de cette masse musculaire. Et aussi l'idée de dire que, comme en fait, tu as gagné de la masse musculaire, tu as levé des charges, par exemple, plus élevées, ainsi de suite, ce qui fait que ta charge sur 10 RPM ou voilà, 10 RM ou peu importe, elle est peut-être plus élevée. Donc, ça, c'est des débats complexes d'un point de vue scientifique. Moi, ce que je pense, c'est que bien évidemment, tu as des fenêtres ergogéniques qui peuvent peut-être sur certains types de substances, si tu as eu pendant plusieurs années recours à des facteurs hormonaux, avoir une fenêtre ergogénique d'effet qui est très longue, mais à un moment, ces effets vont s'atténuer dans le temps. Ça, c'est une certitude aussi. Donc, si tu arrêtes au bout de X années vraiment complètement, euh, ben, peut-être que tu peux dire que la personne, là, elle est, j'allais dire, à nouveau complètement clean, quoi. Ouais, puis après, peut-être l'effet pervers aussi de cette chose-là, c'est que je pense qu'un athlète qui commence à mettre le doigt là-dedans, Ah après ben, devoir s'entraîner et devoir impossible. courir sans ça, c'est plus possible pour lui, qu'en Non, fait. non, ouais, alors moi je suis pas du tout, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts sur la psychologie et toutes ces préparations mentales, ainsi de suite. Moi, l'expertise que j'ai, c'est des échanges avec des athlètes, parce que j'ai énormément échangé avec des athlètes dopés, qui me l'ont dit en off, qui ont été sanctionnés, avec qui on a pu échanger après, ainsi de suite. J'ai aussi j'allais dire mon retour d'expérience d'avoir pris ces substances dans des cadres de protocoles de recherche. Aujourd'hui, quand tu es sous EPO, vu l'effet que ça te procure et la transfusion, si je m'imagine, j'ai été quand même sportif de niveau plus jeune, je me dis, j'aurais pas pu faire sans parce qu'en fait, le gap, il est tellement impressionnant. Parce qu'on dit toujours, tu fais pas d'un cheval de labour un cheval de course, ça, c'est complètement faux, hein. Bien sûr que tu fais un gars à 50e mondial, je dis pas que t'es rien. Alors, si tu vois, je veux dire, mais voilà, tu es dans le très haut niveau du sport, t'es très loin en termes de performance. Ben voilà, tu fais venir d'un athlète lambda un top athlète, quoi, facilement. Donc, c'est ça aussi. Et il y a un deuxième effet, c'est une parenthèse, mais on a toujours tendance à dire, ouais, le dopage, finalement, c'est pareil. Si tout le monde se dope, les 10 premiers sont dopés, les 10 se dopent, la hiérarchie ne change pas. En fait, tu as déjà tous les sujets ne répondent pas de la même façon aux substances. C'est un peu comme l'altitude, tu as des répondeurs, non-répondeurs. Tout le monde répond plus ou moins à un traitement médicamenteux, mais avec j'allais dire, des variations. Et tu as aussi une expertise de l'utilisation des substances. Si toi, tu prends de l'EPO tout seul, ou si moi, je vais doper quelqu'un avec de l'EPO, je sais tous les autres produits et la chronobiologie, la façon de le prendre, dans quel type d'injection, comment, avec quelle autre substance, ainsi de suite, qui fait que bah, tu as, Ouais, cet il change. effet expertise et tu as cet effet réaction intra-individuelle qui fait que si tu as un classement 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, si tout le monde prend le même protocole, c'est pas forcément le même 1, peut-être le 5 qui va passer premier. Voilà. Et donc, quand tu vois la complexité de la chose et que tu comprends quand le doping, le legal doping et la réalité du sport aujourd'hui, ben, tu comprends que ouais, tous les résultats sont biaisés et ça, c'est dramatique pour le sport. Mais le sport fonctionne comme ça et encore une fois, je leur dis show must go on parce que tous les gens qui sont impliqués, ça part des athlètes évidemment, mais entraîneurs, médecins, organisateurs et dirigeants, ben, tout le monde bénéficie du système tel qu'il est aujourd'hui. Mais tu vois, récemment, j'ai interviewé un sociologue, Olivier Bessy,
sur l'évolution des sports d'ultra-endurance. Est-ce que tu penses justement que ce dopage-là, il est poussé un petit peu par l'émergence aussi de tout ce qui est réseaux sociaux, Oui, ouais, parce etc. qu'aujourd'hui, Mais encore plus qu'avant ou pas, tu penses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de dopage aujourd'hui qu'avant? en fait, moi, je vais te dire, hein, alors moi, j'ai des gros problèmes de date parce que je fais énormément de choses. Je crois que ma première CCC, la première fois que je suis allé sur l'UTMB, c'était en 2007. Donc, voilà, ça fait quelques années maintenant, presque 20 ans, hein, en fait. Et en fait, je me dis, en fait, il y avait cette notion un peu d'aventure, mais il y avait déjà les cachets. C'est-à-dire, les gens prenaient déjà des, des antidouleurs, des choses comme ça. Mais il y avait cette notion de, je sais pas, c'était un peu différent. Il y avait moins le business, en fait, moins, mais à tous les niveaux, hein. Dans l'organisation, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, je trouve que il y a beaucoup de valeurs qui se sont perdues. Et en fait, c'est juste que ce sport, qui était assez jeune à l'époque, ben, là où il aurait pu avoir une voie différente, pour moi, il se range dans ce qu'est le sport professionnel aujourd'hui. En Et quand fait, moi qui le connais bien de l'intérieur, voilà, ils sont allés lentement. Il y a eu ce virage qu'ils n'ont pas fait. Et aujourd'hui, voilà, ça reste un sport. Voilà, qui c'est a dès que les mêmes l'argent dérives que s'engouffre tous un les peu autres dedans, sports. quoi, en fait. Pardon? Et dès que l'argent s'engouffre dedans, Ouais, ouais, mais si les amateurs, il n'y a pas de notion d'argent. Quand tu es finisher de l'UTMB et que tu es millième, il là, n'y a pas de. je te dis, les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a une notion ouais, ouais, de reconnaissance, hein, ça, c'est bien évidemment, parce que il y a la quête du Graal à tout prix, hein. Mais moi, c'est comme l'alpiniste qui suis fan d'alpi. Moi, la montagne, si tu me demandes, mais encore une fois, c'est ma vision. La montagne, c'est pas de médicaments, pas de corde fixe, pas d'oxygène. Moi, tu as fait un sommet quand tu as fait t'as ces trois conditions. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe sur l'Everest, mais non, c'est pas de la montagne. Alors, et je prends toujours cet exemple parce que je fais beaucoup de conférences, j'essaie d'éduquer les jeunes, ainsi de suite. Et donc, la montagne dit oui, mais quand même, c'est difficile. Et bien, oui, bien sûr, mais tu as une corde fixe depuis le camp de bas jusqu'en haut. Et je lui dis, tu sais, et je pense que cet exemple, il pourra parler aux jeunes. Je parle du surf, j'aime bien le surf aussi. Et je dis, un surfeur, les gars, ils devraient démarrer sur des petites vagues, et puis ils vont apprendre, et puis ils vont en monter dans les grosses vagues ainsi de suite. Puis un jour, ils vont dire, je vais surfer Nazaré, parce que c'est la plus grosse vague au Portugal, ainsi de suite. Voilà, en plus, j'ai eu pas mal d'échanges avec une époque avec Justine Dupont, qui était une Française voilà, qui a le record sur ces vagues, ainsi de suite. Voilà. Et, euh, et en fait, ça doit être cette quête-là, c'est 10 ans pour atteindre ce niveau-là, quoi. Et il faut imaginer que tu sais pas surfer, tu vas prendre une planche, tu vas avoir un hélicoptère au-dessus de toi qui va avoir un câble et tu vas te lancer dans la vague. Et en fait, tu vas tenir et s'il y a le moins de problème, il va te sortir de l'eau. Et en fait, tu pourras dire, j'ai surfé Nazaré. Alors qu'aujourd'hui, si tu vas au bord de plage et même te mettre à l'eau, faut être bien blindé avec beaucoup d'expertise. En fait, tout ce qui se passe dans ces sports-là d'extrême et l'UTMB, c'est de dire, ben, moi, si, quand, voilà, finir un UTMB, si je te mets dans les bonnes conditions médicamenteuses, tu vas finir, hein. Zéro problème, hein. Même si tu es un sportif lambda, bien évidemment que tu vas le finir, sans problème. Donc, c'est où est la valeur de la performance, quoi. Sans parler de la performance chronométrique, mais de la performance de dire, voilà, j'étais par exemple pas sportif, je me suis mis au sport, j'ai commencé dans des salles, puis après j'ai été courir, puis j'ai couru, j'ai fait des petits trails, des machins, et puis au bout de 10 ans, j'ai fait un ultra. J'adore. Mais si c'est, j'arrive, j'ai fait un autre sport, je veux finir l'UTMB ou un autre trail et je me bourre cacheton pour finir. Ça m'intéresse pas, hein, personnellement. Pas de valeur. Tu penses qu'aujourd'hui, on peut voir l'ultra réellement propre et on peut imaginer plutôt un ultra réellement Ouais, ouais, c'est qu'une décision politique. Un propre? organisateur qui dit, moi, les courses, OK, il y a la liste AMA, mais moi, il y a cette politique de santé en plus, aucun médicament, pas Il d'AET. faudrait faire quoi, toi, selon toi? C'est quoi les solutions concrètes? Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste du règlement intérieur. Si demain on disait à l'UTMB ou sur d'autres courses, je sais pas, il faut une montre obligatoire. Si tu n'as pas de montre, tu es disqualifié, ben, tu devrais courir avec une montre. Tu as cette puissance juridique du règlement intérieur. Et si le règlement intérieur, il te dit, oui, il y a le règlement antidopage, moi j'ai une AUT pour des corticoïdes. Oui, mais nous, on a un règlement intérieur
tu vas aller en montagne, tu es tout seul, tout ça, les corticoïdes, ça peut te faire certaines réactions. Nous, on ne veut pas de ça. Et c'est même au début, on couvrait sous des raisons de santé, mais aujourd'hui, je serais plus direct en disant, nous, euh, je t'ai pris l'exemple des Enhanced Games, c'est un exemple hyper important au niveau juridique, où en fait, les Enhanced Games, ils disent, nous, on n'utilise pas la réglementation antidopage, c'est-à-dire la liste antidopage, on est un organisme privé et on organise une compétition avec nos règles. C'est ce que fait la NBA, la NFL, hein, la NBA, la NFL, ils ne sont pas signataires du code antidopage, donc ils ne sont pas soumis à la liste AMA. On pense que c'est généralisé dans le monde entier, mais non. Et donc, tu peux très bien imaginer l'inverse d'une course privée où tu dirais, ben, nous, les règles, c'est comme ça. Il n'y a pas ces médicaments-là, ils sont interdits. Ces AUT, ils sont interdits. Tu es asthmatique, salbutamol, t'envoyer la nuit, si tu fais une crise d'asthme au milieu du machin, c'est hors de question. Donc, même si je comprends, tu as une été, tout ça, non, tu ne pourras pas. Et donc, ça, c'est super simple à faire. Et après, il y a toute la vérification. Et tu peux dire, moi, je m'en fous que vous ayez pris un café, pas de café, que vous ayez pris ça. Je trouve la caféine au-dessus de 100 nanogrammes, tu es sorti. Je trouve un salbutamol, un ibu, quel que soit le dosage, je m'en fous, tu es sorti. Quel que soit que tu aies eu mal à la tête, pas à la tête, si tu as eu mal à la tête la veille, ben, c'est comme ça. Soit tu décides de courir, machin, soit si tu prends un cachet, tu ne pourras pas parce que tu es malade. Et c'est tout ce non-sens. C'est ce que j'explique toujours quand on prend du salbutamol, tu prends les bêta-2 agonistes, ou comment, ou tu as une tendinite, comment tu vas expliquer à un médecin dans n'importe quel hôpital dans le monde que j'ai une tendinopathie ou j'ai fait une crise d'asthme, j'arrive à l'hôpital, on va dire, monsieur, on va vous traiter au bêta-2, et tu lui dis, et maintenant le médecin, il va te dire, bah, allez courir un ultra, ça va vous aider. Il va te dire, reste chez toi, repose-toi. Donc quand tu remets ça j'allais dire, en perspective de ce qui se passe aujourd'hui, c'est un non-sens complet. Mais les organisateurs, encore une fois, je l'ai dit, moi j'ai ma philosophie, je serais incapable d'organiser une course comme elle s'organise aujourd'hui. Non, mais je te le dis, parce que voilà, les règles, elles seraient très claires, mais je les comprends parce qu'ils sont dans un système, il y a une économie, Mais et dans ce donc, cas-là, imaginons, tu as 2500 personnes là, sur UTMB. Il faudrait hein. contrôler les 2500 là. Ouais, bah, non, mais tu veux déjà mettre la règle. La règle, déjà, elle existe. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas commencer par le haut de la pyramide. Hmm. Donc, tu vas commencer par les élites, parce qu'il faut commencer par le haut de la pyramide. T'assurer que tes élites soient clean par rapport aux règles que tu as mis. Et ça, c'est très facile de faire les 30 premiers en vraiment allant chercher. Et tu verras tout. Dès qu'il y a un truc, tu es sorti. Et tu dis, ben voilà, il y avait ibuprofène à l'arrivée, interdit, sorti. Je veux même pas savoir, c'est pas une notion de dopage, c'est une notion de mes règles. Tu devais avoir ta montre, tu l'as pas, tu l'as perdu, pas perdu. Je comprends. Il n'y a pas de souci, tu l'as peut-être perdu, mais il y a une règle. Donc, on applique la règle. Et en fait, si tu fais ça, tu vas montrer déjà aux gens qui sont derrière que, bah, regardez, ils vont 2 fois plus vite que vous et ils sont devant. Et, eux, ils font sans médicaments. Maintenant, on vous le garantit, et sans AUT et sans machin. Et après, tu vas descendre progressivement. Et en quelques années, cette philosophie, elle va s'intégrer. Tu vas l'intégrer chez les jeunes en trail qui débutent. Et en fait, tu auras un sport différent. Et je peux te garantir que s'ils avaient fait ça, tous les sports aujourd'hui parce qu'on ne parle pas dans le grand public, mais l'hypermédicalisation, c'est dramatique dans le sport. Tu vois tous les anciens footeux qui témoignent, qui marchent, tu prends des Dimeco qui marchent en béquille, machin, qui disent qu'ils prenaient des INS tous les jours. Et c'est aujourd'hui le cas dans le foot aujourd'hui. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu pourrais, si tu as un contre-exemple, et le trail aurait pu être ce contre-exemple, et ben en fait, ça aurait montré aux autres sports qu'il y avait une autre voie possible. Et dès que tu montres qu'il y a une autre voie possible, c'est des politiques au niveau de certains pays, hein. Il y a des pays qui ont pris des décisions très fortes contre certains euh, aspects de la société qui font qu'ils montrent des résultats. Et en fait, tu montres qu'il y a une autre voie qui est possible. Ben, c'est exactement la même chose. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si, on parlait de l'ultra-trail, si un organisateur d'ultra-trail puissant qui soit capable de dire voilà, moi, c'est cette philosophie-là que je prône et voilà ce que je fais sur ma course. Je ne sais pas si c'est possible ou pas aujourd'hui. Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je t'avais dit, on avait dit 1 heure. Je vais te laisser. Quel message tu aimerais adresser aux pratiquants, mais eux qui sont amateurs par rapport à Le, ces phénomènes-là? le sport, c'est dans la durée, c'est l'hygiène de vie. Le sport, vous le faites pour vous. C'est de se challenger par rapport à son niveau et tous ces effets ergogéniques, toute cette triche-là, elle est inutile pour connaître vos vraies valeurs. Donc, Il faut être en accord en fait avec ces valeurs parce c'est une que philosophie. C'est une personnellement, philosophie. gagner en ayant le sentiment d'avoir fait
Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt, hein. Ouais, mais eux, ils n'ont pas parce que, encore une fois, c'est le legal doping majoritairement. Donc, ils se disent, Ouais, je suis pas dopé, donc tout va bien, quoi. Et je peux le comprendre, hein, mais je le partage pas, évidemment. Donc, faites le sport pour vous. Vous avez une blessure, ainsi de suite. Reposez-vous. Pas de compétition, même si c'est l'objectif d'une vie. Et ben, tant pis, c'est comme ça. Et vous serez bien mieux dans vos baskets, bon. je pense. Et dernière chose, si il y avait une question qu'on t'a jamais posée et qu'on devrait te poser, ce serait quoi? Euh, Est-ce qu'un jour tu referas un ultra, peut-être? Eh ben, je sais pas. Ouais. Peut-être un jour. Bon, bah voilà, ça va être le mot de la fin. Merci pour cet échange. Merci pour toutes ces informations et ton expertise, ton travail, etc. Euh, Merci à toi. et puis, Essayer de relayer une parole un peu différente. C'est bah voilà, voilà. Et puis ça, c'est un univers que je connais pas du tout et que ça fait un moment que j'investis quand même. Mais là, on a beaucoup, beaucoup d'informations, donc ça donnera en tout cas à réfléchir et chacun se exactement fera son son propre avis opinion. par rapport à ça. Exactement. Il n'y a pas de souci. Allez, Merci Guillaume, merci beaucoup, hein. je te souhaite une très bonne soirée, puis à bientôt. Moi aussi. Au Salut. plaisir, merci.